Salut à tous et bienvenue dans l'épreuve. Dans cette émission, je vais à la rencontre de sportifs afin de découvrir leur mental et leur faculté à affronter les épreuves. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Fulgence Ouedraogo. Rugbyman mais aussi père de famille, étudiant et parrain d'une association, vous allez découvrir dans cet épisode les multiples facettes d'un grand joueur de rugby. Fulgence, c'est aussi un homme simple et humble, qui m'a accueilli chaleureusement chez lui, à Montpellier, pour tourner cet épisode. Arrivé à 3 ans du Burkina Faso, il n'a jamais quitté les terres héroltaises où il a grandi. C'est au club de rugby de Montpellier qu'il commence sa carrière, aux côtés de François Trinduc et Louis Picamol, d'où il est aujourd'hui toujours très proche. Ça fait maintenant 15 saisons que Fulgence évolue à Montpellier. 15 saisons au plus haut niveau, où il a même failli toucher le Graal suprême avec le 15 de France en 2011, un passage compliqué de sa carrière. Mais tout ça, il vous le racontera lui-même dans cet épisode. Alors je vous laisse écouter mon échange avec Fulgence, interrompu quelques secondes par l'arrivée de ses enfants. Bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur ce 3e épisode de l'épreuve. Je suis avec Fulgence Ouedraogo, on est à Montpellier, du coup bienvenue pour cet épisode. Merci. Fulgence, je vais te présenter rapidement. Tu es actuellement le capitaine de l'équipe de rugby de Montpellier ? Non, plus actuellement. Plus actuellement ? Oui. Depuis 2 saisons déjà, c'est la 3e là. Ok. Donc voilà, il y a eu du changement. Qui est-ce qui a pris la place ? C'est Louis Picamol. Louis Picamol ? Ouais. Ah oui, ok. Et il est revenu quand, Louis Picamol ? Il y a 2 ans. Ah, il y a 2 ans. Ouais. Et quand il est revenu, il a pris... capitaine. Ok, ouais. ça marche. Tu es aussi international français. Ça fait quoi ? 3 ans que tu joues plus en équipe de France ? Depuis 2015. C'est quoi ? 2015 plus, ouais, ça fait 5 ans. 2015. Donc voilà. Avant de raconter tous les exploits que tu as accomplis avec aussi bien Montpellier qu'avec l'équipe de France, je voulais introduire ce podcast d'une manière complètement différente de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que je suis allé sur ton profil Instagram, c'est comme ça que je t'ai contacté, Ouais. et j'ai vu une phrase d'accroche sur ton profil qui dit I'm a nice dude with some nice dreams. Donc je suis un mec bien avec des rêves cool. C'est ça veut dire ça ? C'est la phrase d'une chanson. Ah, c'est la phrase d'une chanson ? Ouais. Est-ce que ça te définit quand même un peu ? Non, j'aimais bien cette phrase. En plus, la chanson, j'aime bien. C'était une chanson de Snoop Dogg, donc. Ça marche. C'est une phrase. Mais non, je trouve que c'était cool comme phrase et oui, ça me définit. Ça me définit bien, plutôt bien, et en plus c'est quelque chose de positif, donc forcément c'était une phrase qui était bien à mettre et qui est une bonne phrase d'accroche. Et du coup, c'est quoi tes rêves ? Comme tu dis que t'as des rêves, c'est juste une phrase d'accroche ou t'as vraiment des rêves que t'as envie d'accomplir ? Avec les rêves, il y a beaucoup de rêves que j'ai accomplis et beaucoup de choses que j'ai faites, donc c'est vrai que voilà, cette phrase c'était pour dire que tout est possible et si on croit en soi, on peut réaliser des grandes choses. C'est un peu dans ce sens-là, donc voilà, c'est un peu ce que je vis actuellement parce que j'ai quand même j'ai vécu des choses assez fantastiques et des moments géniaux et je continue d'en vivre différemment, mais toujours avec beaucoup d'émerveillement. Donc voilà, c'était juste ça. Ouais. Ok. Ouais. Et du coup, quand tu dis que tu as vécu des choses incroyables, et c'est aussi bien, je suppose, dans ta carrière que la naissance de tes enfants, je suppose, ouais, et ta vie en tant que père de famille. Ouais. Ça a dû changer beaucoup de choses pour toi ? Énormément. Énormément. C'est vrai que du jour au lendemain, ça change un peu toute sa vie, tout son quotidien. On réfléchit plus pareil, on n'a plus les mêmes préoccupations et voilà, c'est vraiment quelque chose qui bouleverse notre vie, mais c'est quelque chose de positif et de formidable. Et chaque jour, je me dis que j'ai la chance d'être père et qu'il faut que j'en profite un maximum et surtout que voilà, je partage un maximum avec mes enfants. Et leur permettre de rentrer le mieux possible dans cette vie et de vivre leur vie. De les accompagner, et qu'eux aussi aient des rêves. Exactement, et qu'ils soient qu'ils puissent réaliser leurs rêves et qu'ils soient de bons citoyens, des gens bien et qu'ils puissent
faire ce qu'ils ont envie, réaliser leur propre rêve. Okay. Bon, toi, du coup, je pense que tu en as réalisé pas mal de rêves. Du coup, c'est le moment maintenant où je vais parler de ta carrière et de tes exploits sportifs. En plus de dire que tu es un joueur du club de rugby de Montpellier, que tu as été international, tu as aussi 300 matchs, plus de 300 matchs, je crois, avec Montpellier. Ouais. Tu as joué 15 saisons avec ce club. Exactement. C'est ça ? C'est Je me suis bien renseigné. Ouais, c'est vrai. 15 saisons avec ce club. Donc, tu nous disais que tu as été capitaine, mais que tu ne l'es plus. Tu as quand même été capitaine pendant, du coup, 13 saisons. Non, peut-être pas dès le début. Non, de 2008 à... 2017. Oui, 2017, okay. C'est ça. Okay. Donc ça fait 9 saisons où tu as été capitaine avec Montpellier. Tu as été 2 fois vice-champion de France avec Montpellier. Oui, je pense que c'est des passages, mais on en reparlera parce que c'est aussi le but de l'épreuve et c'est aussi le mot qui définit tout ça. Ça a dû être une épreuve assez compliquée aussi. Mais tu as aussi été vainqueur du Challenge européen en 2016 à Lyon et j'étais dans le stade pour te voir. J'étais dans le stade et je travaillais. À ce moment-là, je travaillais dans le stade et du coup, c'était une finale contre les Harlequins, c'est ça ? C'est ça. Ouais, je me souviens très bien. Ok. Bon, et du coup, côté 15 de France, t'as été champion du monde quand même. Champion du monde moins de 21 ans. Voilà. Moins de 21 ans. T'étais capitaine à ce moment-là de l'équipe ? Non. J'étais capitaine la saison d'après, où il n'y a pas eu de championnat du monde malheureusement, parce que ça a changé de format un peu et il passait au moins de 20 et c'était une année de transition sans avoir la chance de participer à une Coupe du Monde. Okay. Et du coup, tu as ensuite célébré ta première sélection en équipe de France. Contre l'une des équipes les plus mythiques de la planète. C'était pas le meilleur match, je suppose, que tu as joué avec... Non, c'était un match compliqué, c'était dur. C'est vrai que c'était en 2007. Il y avait beaucoup de joueurs qui manquaient en équipe de France parce qu'ils préparaient la Coupe du Monde. Et ils avaient envoyé une sélection mixte avec ceux qui pouvaient prétendre encore au groupe... des mondialistes et c'était ma première sélection, je l'ai appris après un match, j'y croyais pas. On m'a dit que c'était Bernard Laporte au téléphone, j'ai dit que c'était une blague et j'ai raccroché le téléphone. Non, voilà, donc c'est vrai que quand je suis arrivé à l'hôtel d'équipe de France, c'était quelque chose de magique pour moi. J'avais des yeux d'enfant, je regardais ça, je me disais mais qu'est-ce que je fais là, c'est pas possible, c'est pas moi, ça m'arrive pas à moi. Ouais, j'avais des joueurs comme Castagnède, Califano, Ibanez qui étaient encore là, Magne, donc des joueurs que je regardais quand j'étais petit et là j'ai eu l'occasion et la chance de jouer avec eux, donc c'était quelque chose de très beau, même si sur le terrain c'était compliqué, mais vraiment j'en garde un grand souvenir. Du coup, t'étais remplaçant pour ce match-là ? T'es rentré en seconde limite ? Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Et du coup, on va quand même dire le score. Tu peux le dire ou je le dis ? C'était quoi ? Il y a eu 62 à 14, je crois. C'est comme ça. Ouais. 62 à 14. Bon, après, c'est les All Blacks. C'est les All Blacks. C'est les All Blacks. D'ailleurs, en parlant des All Blacks, est-ce qu'il y a une certaine appréhension avant de jouer un match contre eux ? Est-ce qu'il y a une appréhension plus grande que contre n'importe quelle équipe du monde ? Oui, forcément, c'est une équipe qui impose beaucoup de respect, qui, par leur performance et leur qualité, on sait qu'il va falloir sortir un grand match, donc on se prépare en conséquence et il y a le stress qui est rajouté à ça, il y a une atmosphère. Quand on joue la meilleure nation au monde, on la prépare différemment, mentalement c'est différent, donc... Oui, il y a quelque chose de différent quand on aborde ce match-là. Ouais, du coup, pour revenir sur le All Black, ça a aussi été la nation qui vous a retiré le titre en 2011. Ouais. Donc la dernière chose que j'ai à dire sur ton parcours professionnel, en tout cas, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, c'est aussi le fait que tu es vice-champion du monde en 2011 avec l'équipe de France. C'est une Coupe du Monde durant laquelle tu as joué un match. C'était contre Non, je jouais un match le Canada. Après, j'étais remplaçant en demi-finale et finale. Ok. Du coup, tu es rentré sur le terrain pour la finale ? Non, j'ai pas eu l'occasion d'entrer pour la finale, mais en demi-finale, oui. Ok. Et du coup,
Est-ce que c'est une question où moi j'ai ma propre réponse, mais je veux quand même la poser au sportif qui a vécu ça. Est-ce que tu te sens champion, enfin vice-champion du monde à ce moment-là? Est-ce que tu sens avoir fait partie du groupe France en ayant Je joué pense aussi que peu? tout le groupe s'est senti concerné. Je pense que c'était une aventure humaine assez forte parce qu'on a vécu pas mal de choses, pas mal de rebondissements et mentalement c'était compliqué. Après, oui, forcément de pas beaucoup jouer, c'est dur, mais on forme un groupe, on s'est préparé tous ensemble pendant 2 mois, on a vécu 2 mois de compétition ensemble, donc voilà, on passe du temps et toutes les choses qu'on peut apporter aux entraînements, même dans la vie quotidienne du groupe, on participe à la performance de l'équipe. Ce que je revendique quand je joue à Montpellier, que le groupe y ait cette ambiance-là, cet état d'esprit-là, et forcément, il faut que ça se retranscrise en équipe de France. Donc, ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir démarrer les matchs ou de jouer, ils comptent quand même. C'est des joueurs qui sont importants. Si ces joueurs-là décrochent, il peut y avoir une mauvaise ambiance et c'est plus compliqué pour l'équipe ensuite. En fait, c'est l'état d'esprit qui est mis en avant et qui est privilégié. C'est le collectif en fait. Quand on choisit, il y a combien de joueurs? 30 joueurs qui sont choisis pour une Coupe du Monde de rugby? Oui, 30 joueurs. Là. 30 joueurs dans la liste. Du coup, c'est les 30 joueurs qu'on joue ou on joue pas, c'est le collectif, et les personnes qui jouent pas doivent aussi apporter une motivation, apporter un état d'esprit qui est exemplaire. C'est sûr, ils font partie du groupe, ils font partie de la performance de l'équipe, peut-être pas sur le terrain, mais si ces gens-là sont négatifs, ça se ressent et l'équipe est affaiblie, alors que si tout le monde est positif et tire dans le même chemin, ça contribue à la performance de l'équipe. Après ce CV bien garni, est-ce que tu dirais que ton parcours de sportif, est-ce que ton parcours de rugbyman est un succès pour toi? Oui, moi je suis très content de ma carrière et de ce que j'ai réalisé. C'est vrai quand on regarde où je suis parti et là où je suis arrivé, c'est quand même fantastique. Les choses que j'ai pu vivre grâce au rugby, c'est juste incroyable. Moi, à la base, je jouais au rugby pour m'amuser avec mes amis les mercredis après-midi, profiter, et, voilà. Et pas plus, j'avais pas d'ambition de devenir un rugbyman professionnel petit, ou je suis pas issu d'une famille rugby et attiré par ça à la base. Je suis arrivé dans le sport vraiment par hasard, donc... même pour dire, je suis arrivé dans un club professionnel à 17 ans. À 17 ans, j'ai quitté mon école de rugby très tardivement, sans pareil, c'est juste parce que mes copains ils étaient partis là-bas alors que moi j'ai suivi, je suis parti à Montpellier. J'avais pas d'ambition de devenir un rugbyman professionnel et à force voilà, de travail et de performance, un jour, il y a une porte qui s'est ouverte et j'ai su la prendre et la saisir et j'en suis très content. Après, forcément, dans une carrière, on ne peut pas être satisfait de tout, quand on est compétiteur surtout. Donc oui, perdre une finale de Coupe du Monde, j'aurais aimé avoir sur le CV champion du monde, être la première équipe de France à être championne du monde, c'est sûr que ça aurait été bien. On perd cette finale en 2011, j'aurais aimé être le premier et faire partie des premiers joueurs de Montpellier à ramener le Brennus à Montpellier, dans cette ville. Donc oui, non, c'est pas fini, mais il y a des choses comme ça où on peut avoir des regrets. Après, voilà, c'est le sport, c'est comme ça, c'est la dureté du sport, mais c'est aussi sa beauté, donc voilà. Et du coup, tu disais que c'est un succès surtout après les épreuves, on va dire, que tu as pu vivre, ou même par rapport au tout début. Au tout début, raconte-nous un peu, parce que du coup, t'es arrivé en France à 3 ans. Ouais, c'est ça. Et écoute, je laisse vous en parler, parce que je suis né au Burkina Faso et mes parents m'envoyaient dans une famille d'accueil à l'âge de 3 ans. Mon père, il ambitionnait que je fasse des études et que je revienne au pays. Ils avaient eu des difficultés, il y avait un décès dans ma famille, une sœur aînée qui était décédé et un petit frère à moi, donc il voulait m'offrir une autre chance, une autre opportunité, et il m'a envoyé dans cette famille d'accueil à Montpellier, à côté de Montpellier. C'est là où j'ai découvert le rugby et j'ai pu m'épanouir dans ce sport-là. T'as commencé à quel âge? À 6 ans, le rugby. À 6 ans, le rugby. Ouais. Ok. Du coup, c'est ton père de la famille d'accueil qui était
Non, en fait, Qui t'a poussé dans à le faire ça, village, ou non, c'est non, pas du à tout. l'école Dans ou- le village où j'étais, il n'y avait pas grand-chose à faire. D'accord. Et comme tous les enfants, les parents, ils veulent s'en débarrasser un peu le mercredi après-midi et Tu ils vis ça en ce cherchaient moment. un sport à faire et il n'y avait pas grand-chose. Et on nous a dit, au début, je voulais tenter le tennis. On nous a dit, non, le tennis, ça va bientôt fermer, il n'y a plus personne. Allez voir, il y a une école de rugby qui tourne pas mal juste à côté. Et un mercredi après-midi, j'ai su aller tester le rugby. J'avais entendu parler quasiment jusqu'à à ce moment-là. Donc voilà, j'ai essayé le rugby, ça m'a plu. Je me suis vite fait des copains et c'est surtout ça qui m'a plu en fait. Ouais, d'être avec les copains et m'amuser. Voilà. D'ailleurs, les amis que je me suis fait à cette époque-là sont toujours mes amis C'est vrai. maintenant. Donc, on a toujours le même noyau, les mêmes amis, et ça n'a pas changé. On a toujours plaisir à se retrouver, à parler de cette époque-là, nos victoires, nos défaites, nos conneries qu'on a pu faire, et voilà, tout ce qu'on a pu partager ensemble. Et c'est vrai que pour la plupart, on s'est suivi quasiment de 6 ans jusqu'à maintenant, donc c'est vraiment quelque chose de très fort. Ouais. Et du coup, dans ces copains en question, il n'y avait pas François Trindu? Exactement. Mais dès que depuis que vous êtes tout petit, Ouais. vous êtes ensemble? Ouais, depuis que lui, il a commencé 1 an, je crois, ou même 2 avant moi. Après, moi, je suis arrivé à 6 ans, et depuis 6 ans, on se connaît. On a joué ensemble de 6 ans jusqu'à quasiment mes 30 ans. Ok. Donc, voilà. Il est parti du coup, il y a 3 ans, c'est ça? Ouais, c'est Il y ça. a 3 ans, il est C'est parti ça. à Toulon. Toulon, Et là, au il Racing. vient d'arriver à Paris. Ouais. C'est ça, cette Ouais. année. Ouais. Ok. Et du coup, pour revenir sur Montpellier, je le disais tout à l'heure, ça fait 15 saisons que tu es ici. Mhm. Qu'est-ce qui te fait rester? Est-ce que que c'est- j'ai grandi est-ce que c'est ici, l'esprit j'ai grandi d'équipe? ici, Est-ce et, que- je suis attaché à ma ville. C'est vrai que voilà, quand on a grandi ici, on a du mal à partir, et c'est vrai, on se sent bien. En plus, il y a tout ici, il y a de quoi faire, il y a vraiment une qualité de vie qui est déjà agréable. Et en plus, après, on a un club qui est jeune, un club qui a su grandir, et voilà, qui allait chercher vers le très haut niveau. Donc, Toi, c'est t'as vrai qu'à été... une époque, j'avais peut-être ce doute-là en me disant est-ce que il faut que je parte pour aller chercher un niveau supérieur? Mais voilà, le club, entre-temps, il a grandi, donc j'ai tout à disposition ici, donc pourquoi partir? Ok. Et puis en plus de ça, est-ce que aussi la responsabilité d'être capitaine t'a aussi poussé à continuer et à pouvoir, je sais pas, faire évoluer aussi les gens en interne dans le club? Parce que je pense qu'aussi le rôle d'un... Enfin, Non, c'est le toi rôle qui du nous capitaine, diras. c'est avec mes coéquipiers, et voilà. Non, pas forcément, non, vraiment, c'était mon sentiment à moi et mon bien-être à moi qui m'a fait prendre ces décisions-là à chaque fois. Voilà, après, je regrette absolument pas. Je pense que j'ai vécu de belles choses à Montpellier, et j'espère en vivre encore de fortes jusqu'à la fin. Donc, c'est vrai que le fait d'être dans un club, comme j'ai dit, un club qui est très jeune et qui a peu de passé, c'était quelque chose aussi un challenge. Et se dire que je suis pour l'instant le deuxième joueur à avoir porté le plus de fois le maillot de Montpellier, le premier capitaine à avoir joué une finale, le premier capitaine à avoir remporté un titre de Challenge Cup. Voilà, faire partir de toutes ces épopées-là, de toutes ces aventures-là, c'est quand même quelque chose de gratifiant, parce que dans notre club, avec peut-être un passé qui est plus riche, on va dire, et une histoire qui est beaucoup plus longue, on n'a peut-être pas cette occasion-là de pouvoir écrire l'histoire du club à chaque fois. Et nous, ce qu'on a fait jusqu'à présent, à chaque fois qu'on a su gravir une marche, on a écrit une nouvelle page de l'histoire du club de Montpellier. C'est vrai que ça doit être assez gratifiant. Ouais. Et puis, ouais, et puis c'est surtout avec emmener des gens au plus haut niveau, comme en 2011 ou en 2018, avec le fait d'être vice-champion de France, et puis avec le challenge, le challenge européen, c'est ça, Ouais, c'est en ça. 2016. Ouais. Ouais, ça doit être des belles aventures, Ouais, c'était humaines. top, ouais. Et du coup, en tant que capitaine, est-ce que tu sens que tu as un rôle à part dans le club, ou
comment est-ce que tu ressens le rôle de capitaine ? Ton but est de plus motiver, de rassembler les gens, de parler pendant des mi-temps où la première mi-temps s'est mal passée, en fin de match, remotiver les gens et dire bon, bah, s'il y a eu une défaite, voilà, on va se relever de tout ça. Quel est le but en fait en tant que capitaine ? Il n'y a pas de... Enfin, le but, c'est d'essayer qu'on fasse une performance collectivement, qu'on soit tous sur la même longueur d'onde et qu'on tire tous dans la même direction. Et c'est, à mon sens, c'est ça, être capitaine. Et le but, surtout, c'est de montrer l'exemple. C'est d'essayer d'être le plus exemplaire possible, que ce soit lors des matchs, mais aussi dans la vie de tous les jours, aux entraînements. Voilà. Essayer de dire voilà, le haut niveau c'est ça demande ces sacrifices-là, ces efforts-là. Donc si moi je viens demander aux autres joueurs d'aller dans cette direction-là, il faut que moi je montre cet exemple-là. Donc voilà, c'est surtout être exemplaire, capitaine et rassembler les joueurs pour les amener tous dans la même direction. En fait, il faut que le collectif ait à peu près le même objectif, quoi. Ouais. Il faut que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. On pense tous la même chose. Ouais. Si on a tous la même volonté et on veut tous la même chose, c'est plus facile. Comme on en parlait tout à l'heure, le fait d'être vice-champion de France, comment est-ce que ça se vit à la fin d'une finale, le fait de perdre une finale, de ne pas pouvoir aller au bout, comment est-ce que personnellement toi tu le vis et comment est-ce que le collectif le vit et vous faites ensemble pour essayer d'atteindre des nouveaux objectifs? C'est toujours fixer des nouveaux projets, des nouvelles... Après, nous on a eu la chance de jouer 2 finales, mais chaque fois c'était 2 choses différentes. En 2011 on nous attendait pas à ce niveau-là, on nous attendait pas en finale. On a peut-être manqué un peu de ressources ce jour-là en finale et d'énergie pour aller au bout. On est tombé face à Toulouse qui était habitué à ce genre de compétition, de confrontation et qui nous a été supérieur sur ce match-là. Et du coup, on avait des regrets forcément de ne pas être allé au bout de cette histoire parce que c'était une aventure humaine folle, parce que il y avait je ne sais pas combien de joueurs formés au club à cette époque-là. On sortait tous du centre de formation de Montpellier, on était les jeunes, on montait, personne ne nous attendait à ce niveau-là et on a su sur une saison se qualifier vraiment sur le dernier match, et à partir de là, il y a eu une épopée formidable. Qui s'est suivi, et des matchs, on gagne un match à la fin à Castres sur une dernière pénalité ratée, un match en demi-finale, je crois que c'est Vineski qui a raté un drop aussi et on passe en finale. Donc à chaque fois c'était quand même des scénarios assez fous. Donc voilà, peut-être on avait moins de regrets de perdre cette finale que celle en 2018 où on finit premier de la saison régulière, je crois. Derrière, on maîtrise bien notre match en demi-finale et on passe complètement à côté. On est pris par Castres qui eux, jouent vraiment leur va-tout et jouent sur un peu ce qu'on avait vécu nous en 2011 et cette dynamique-là, alors que nous, on s'est pas reconnu là ce jour-là. On est vraiment passé à côté et là ça laisse beaucoup de frustration et de regrets, donc c'est 2 sentiments totalement différents. Parce qu'en 2018 en fait avec toute l'expérience, enfin avec plus d'expérience que vous aviez, vous vous attendiez avec beaucoup d'expérience, on était premier de la saison régulière, on avait un niveau supérieur que l'équipe de 2011. Donc on s'attendait à être, en tout cas, à faire un meilleur match et à être plus présent et plus fort mentalement que ce qu'on a pu l'être. Voilà. Et en 2011, tu dis que personne ne vous attendiez là, que vous étiez tous... Non, pas nous. Non, mais oui, pas vous. Mais est-ce que c'est pas ça je trouve personnellement que c'est aussi ça la beauté du sport, c'est de se dire qu'une équipe qu'on n'attend pas arrive à faire des choses extraordinaires. Bien sûr, c'est ça le sport. Et au final, en 2011, ça devait être chaque passage que vous réalisiez pendant les derniers tours, les quarts de finale, les demi-finales, ça devait être chaque match devait être une victoire et l'ambiance devait être incroyable. C'était grandiose, à chaque fois c'était quelque chose de fou. On n'en revenait pas d'être là et oui, c'est ça la beauté du sport, c'est-à-dire que
c'est pas toujours la meilleure équipe sur le papier qui gagne. Donc heureusement, sinon ce serait lassant, je pense. Et on ne vivrait pas comme on peut vivre pour le sport en général. Et c'est ça, on ne sait jamais. Il y a toujours des surprises, il y a toujours des choses qui peuvent se produire. Il y a des fois des équipes elles peuvent se surpasser, se dépasser et atteindre un niveau qu'elles ne pensaient jamais atteindre. Et d'autres équipes s'effondrer. Donc c'est comme ça, le sport, des fois, c'est très aléatoire et c'est ça qui est beau, mais c'est ça qui est très dur. En 2011, c'était les capitaines. Pendant je sais pas, le quart de finale que vous gagnez, est-ce que tu as un discours dans les vestiaires, un discours qui, je sais pas, ou même la demi-finale, quand vous êtes qualifié en finale, un discours qui dit bon, on va prendre chaque match comme on veut, là on peut célébrer, mais il faut aussi réaliser qu'on est en finale et qu'il reste un match, quoi. Non, là c'était le coach a eu un discours dans ce sens-là. Après, moi, j'ai vécu une semaine un peu particulière, la semaine de la finale, donc je me suis pas entraîné de toute la semaine, j'avais la main cassée, donc... Et t'as joué la finale ? Ouais. Avec la main cassée ? Ouais. Avec la main cassée ? Ouais. Et du coup, j'étais un peu à part du groupe, donc moi je me suis pas entraîné la semaine. Voilà, c'est vrai que tout le monde disait, voilà, on arrive en finale, il faut pas non plus se dire que c'est notre but. Notre but c'était d'être champion. Donc mais c'est compliqué à gérer. Donc mais le coach cette semaine-là l'a bien géré, l'a bien pris autour de lui. Donc voilà, en plus je pense qu'on réalisait pas forcément ce qui nous arrivait. Donc au final on l'a pris comme ça et on s'est pas plus poser des questions et on ne s'est pas plus projeté que ça, quoi. Et du coup, parce que ça m'intrigue, quand tu as joué la finale, tu avais la main cassée, toujours, et c'est toi qui prends la décision de jouer ? Ou c'est le staff médical qui dit on arrive à trouver un compromis ? En fait, oui, on avait essayé de résorber un peu. J'avais la main qui était très enflée, on a essayé de résorber ça pendant toute la semaine. Et le jour du match, ils m'ont fait une piqûre pour faire un bloc comme une petite anesthésie pour pas sentir la douleur. Et voilà, avec un gros strap. Et je suis arrivé dans les vestiaires, je savais pas si je pouvais jouer. Et on a fait cette injection, j'ai réussi à faire 4 pompes et j'ai dit c'est bon, feu, c'est parti. Tu joues comme si de rien n'était en fait. Je pouvais pas louper cette finale, c'était dur. C'était trop dur. J'imagine. Ouais. Et du coup, là, on parle de moments un peu compliqués, mais comme tu disais, il y a des moments, donc la demi-finale gagnée, où il reste la finale à jouer. C'est des moments qui sont un peu. Le fils qui arrive. Il y a le fils qui arrive. Ouais. Les enfants de Fulgence rentraient de la crèche, du coup, on a dû interrompre l'épisode, mais on a repris assez rapidement. Ok, bon, on peut reprendre ? Ouais. Okay. Et du coup, est-ce que ce que je disais, les défaites, c'est des moments compliqués, mais les victoires aussi, c'est des moments aussi compliqués parce qu'il faut arriver à se mettre dans une nouvelle position et dans une dynamique aussi, et rester dans la même dynamique. Comment est-ce que toi, personnellement, tu gères ça ? Parce que quand tu rentres chez toi, il n'y a plus le collectif, il n'y a plus tout ça, c'est quelque chose qu'il faut que tu prennes sur toi et que tu te dises, moi aussi, individuellement, il faut que je me mette dans un état d'esprit où j'ai de la motivation, où il faut que je reprenne tout ça, il faut que je persévère, quoi. Non ? Non, pas forcément. Quand tu rentres chez toi, tu arrives à passer à autre chose Ouais, je coupe. Surtout maintenant que je suis papa, donc c'est plus facile pour moi d'arriver ici et de penser à autre chose et d'être dans mon autre vie. Voilà. Non, mais même avant, j'arrivais à faire à part des choses. En plus, la victoire, c'est vrai que il y a un sentiment euphorique, mais il est pas... il est court. Ouais, il est court. Ouais. C'est-à-dire que le soir de la victoire, on est content, on est heureux, mais le lundi, on pense déjà au match d'après, quoi. Quand on est compétiteur, on passe très vite à autre chose et on profite que sur une très courte durée d'une victoire. Ouais. De suite derrière, si on profite trop longtemps, on n'est pas performant, on n'est pas régulier et ça marche pas. Il faut de suite se basculer et penser à l'étape d'après, au match d'après. Donc toujours se fixer des nouveaux objectifs en fait, voir plus loin. Et est-ce que c'est facile de le faire après une défaite, par exemple une défaite en finale de top 14 ou une défaite en finale de Coupe du Monde par exemple ? Ouais, c'est plus compliqué, c'est vrai. Après je l'ai dit que les deux finales elles se ressemblaient pas et
la déception n'était pas la même. Donc c'est vrai qu'après 2011, se remettre en route, c'était plus facile pour nous parce qu'on s'est dit, on est arrivé jusqu'à là, on a fait ça, c'est formidable. Peut-être qu'on veut aller chercher l'étape d'au-dessus. En 2018, il y a plus de déception et se dire, mais comment on n'a pas pu être au niveau ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé, quels ont été les points de défaillance, et on ressasse plus cette défaite et elle est plus présente et celle-là est plus difficile à évacuer et à passer à autre chose. Et on l'a vu l'année d'après, notre finale perdue, le début de saison il est compliqué, on fait une saison très dure, on se qualifie vraiment en toute fin de championnat au courage, parce qu'on fait une fin de deuxième partie de championnat assez folle, où on remonte, alors que tout le monde nous pensait perdu. Et c'est à ce moment-là que le groupe, il allait puiser dans lui-même et dans ce qu'il y a de plus profond pour aller chercher cette qualification. Et c'est peut-être ça qui nous a fait défaut après en quart de finale, parce qu'on n'avait plus d'énergie et ça a été compliqué de franchir cette table, même si on meurt à pas grand-chose. Mais voilà, c'est vrai que ça a été une défaite 2018 difficile à digérer. Ouais. Et comment tu fais pour la digérer? Parce qu'au final, après, tu la digères. Est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est le fait de se fixer? Il a fallu du temps. Il a fallu reprendre confiance aussi. Peut-être des rebonds qu'on avait les saisons précédentes, on les avait plus cette année-là. Donc des choses qu'on en avait tenté les saisons d'avant, qui passaient, là ça passait plus. On était contrés, donc on reperdait en confiance et on était dans un cercle négatif et c'est difficile de s'en sortir. Des fois quand on est dans ce genre de schéma, il faut un déclic, et le déclic, voilà, une victoire, on a enchaîné une deuxième, une troisième, et on s'est dit, si on continue à gagner, on peut se qualifier. Donc, par contre, si on perd, on est éliminé. Donc, jouer avec cette pression-là, cet enjeu-là, ça nous a remotivés, et on a enchaîné les victoires jusqu'à arriver à cette qualification. À reprendre confiance. Voilà, reprendre confiance et à regagner des matchs. Et puis un esprit de groupe qui permet aussi d'aller plus loin, quoi. Ouais, exactement. D'y croire, et je pense que c'est ça qui est aussi très important. C'est très important aussi. Après, il y a des joueurs qui n'avaient pas vécu cette finale, et des jeunes joueurs qui aussi, eux, ont su insuffler de la fraîcheur et nous remettre sur des morales. Je pense à Benoît Payot qui était blessé en 2018 et qui n'a pas pu jouer cette finale, à des jeunes joueurs qui ont explosé l'année d'après et qui maintenant font partie intégrante de notre équipe, et eux ont su créer cette dynamique-là qui nous manquait, et c'est eux qui nous ont fait passer ce cap et basculer dans quelque chose de nouveau. Et toi, en tant que joueur de rugby, toi-même, Fulgence, comment est-ce que tu te prépares pour un match? Comment est-ce que tu te prépares pour, pas forcément une finale, mais vraiment pour un match? Est-ce que tu as un rituel d'avant-match? Est-ce que tu as une façon je sais pas, de te préparer, d'écouter de la musique, de te mettre dans ta bulle, de pouvoir complètement déconnecter et te dire quand tu arrives sur le terrain, voilà quoi, je suis prêt? Aucun rituel. Ouais, si. Après, ça évolue avec le temps, et avec l'âge, avec l'expérience, avec le vécu. Donc, on apprend, on se connaît mieux déjà, et on apprend à mieux gérer la pression, tout ce qu'il y a autour. Donc après, moi, c'est vrai que j'essaye souvent de créer ma petite bulle et d'être dans mon petit monde jusqu'au match. La veille du match, le jour du match, voilà, je suis dans moi, je me repose, je me fais la petite sieste quand on peut faire la petite sieste, le strapping, écouter un peu de musique dans le vestiaire, mon échauffement qui est toujours le même avant les matchs, et après feu quoi, on sort pour l'échauffement collectif, et là ça démarre, et là il faut sentir que le groupe est ensemble et qu'on va faire une performance tous ensemble. Ça t'est déjà arrivé de penser d'être sûr de toi et d'être sûr de ce que tu faisais, d'être sûr du fait que vous alliez gagner un match, et non, inversement? Ça t'est jamais arrivé d'être sûr du fait que vous alliez gagner? Non, après, d'être sûr qu'on va gagner, non.
Mais après, d'avoir des sentiments, on peut se dire, la semaine d'entraînement s'est très bien passée, on a été très appliqués, on sent tout le monde concentré sur le match, à l'échauffement, on sent vraiment une bonne énergie et passer totalement à travers le match. Faire des semaines où rien n'a été, on s'est pas bien entraîné, alors on a loupé pas mal de choses, à l'échauffement, on sent pas particulièrement le groupe, les coéquipiers autour, on les sent un peu endormis. Et quand le coup de sifflet commence, voilà, on démarre notre match et on fait un match énorme. Donc il y a pas vraiment de vérité. C'est vrai qu'on ressent des choses avant le match, mais ça veut pas forcément dire qu'on va faire un bon match ou un mauvais match. Ouais. Même individuellement, des fois, on se dit, putain, j'y suis pas là mentalement, je sais pas. Je pense à autre chose, mais quand le match commence, on fait un grand match parce qu'au contraire, on a été libéré, on n'a pas été omnubilé par le match et on ne s'est pas mis trop de pression et on sort en match, ou des fois où on va penser au match beaucoup à l'enjeu du match et passer à travers, ou d'autres fois on a ce côté un peu dilettante, et c'est vraiment dilettant et on passe à travers le match parce qu'on n'a pas été concentré. Donc avec le temps, on voit qu'il n'y a pas forcément de vérité. Okay. Voilà. Il faut vraiment vivre l'instant présent et pas se dire là ça s'est bien passé donc je vais faire un bon match, ou là ça s'est pas bien passé, je vais pas faire un bon match. Il faut vivre l'instant présent et dans son match se dire là j'y suis pas, remets-toi-y, une action simple, quelque chose de facile, tu le réalises bien et ça va te remettre dans le match, ou au contraire tu es bien dans ton match, continue, sors pas de trop de ce que tu sais faire, donc n'essaye pas de forcer les choses, t'es bien dans ton match, donc continue, reste concentré, des choses comme ça. Mais je pense que c'est avec l'expérience et les matchs qu'on arrive à sentir ce genre de choses. C'est, en fait, tout consiste un peu à avoir une certaine confiance en soi, non ? Pas trop. Ouais, confiance en soi, mais surtout une connaissance de soi, c'est surtout ça. Ouais. De savoir à quel moment tu... oui, qu'est-ce qui nous met en confiance, qu'est-ce qui nous fait douter, comment on peut revenir mentalement dans un match, c'est ça. Et pour revenir j'avais une question et je l'ai complètement oubliée. Pour revenir sur les moments où c'est un peu compliqué, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te dire après une défaite ou même après une victoire, de dire j'ai envie d'arrêter là? Non. Jamais. Non, jamais. Pour l'instant, non. non. Ouais, ça va, pour l'instant, s'il y a 33 ans, ça t'est pas arrivé, ça devrait pas. Ça m'est pas arrivé. Non, de me dire non. Je voulais aussi te poser des questions sur ton implication avec le Burkina Faso. Je crois que tu fais partie d'une association, ou tu as créé une association? Non, je suis pas d'une association qui s'appelle Burkina Faso. D'accord. C'est pas moi qui l'ai créé, c'est Adrien Rebello qui est à l'origine de cette association. Qui est un joueur de rugby aussi. Non, qui joue pas avec moi, mais c'est un jeune qui m'a contacté, qui m'a dit j'interviens au Burkina Faso, je me sers du rugby comme vecteur social pour intégrer les gens, auprès des jeunes aussi. Donc voilà, il intervient de façon humanitaire, mais sans faire d'humanitaire. Il intervient en mettant le rugby en avant, c'est des liens sociaux, en fait. Des liens sociaux, en créant exactement. Et à travers le rugby, ça déploie des valeurs, un contact déjà avec la population locale. Et c'est un sport qui est peu connu au Burkina Faso. Et du coup, les gens sont passionnés et ça prend au fur et à mesure. Donc voilà. Et en plus, quand il est venu, Adrien, il m'a montré toute sa détermination, sa passion qu'il avait. Et venant d'un jeune comme lui, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Est-ce que je peux t'aider? Si je peux t'aider, c'est avec plaisir. Et c'était beau de voir que les jeunes, ils pensaient aux autres et ils étaient déterminés, ils menaient des actions. C'était quelque chose je trouvais que c'était quelque chose de positif. Je ne le connaissais pas du tout. Tu ne le connaissais pas avant ça? Non, je ne le connaissais pas du tout. Okay. Non. Mais du coup, tu réponds à tous les gens qui te contactent? Parce que moi, j'essaie un maximum. Après, ça dépend des sollicitations qu'on a. Et voilà, mais si je peux aider, si je peux rendre les gens heureux
voilà, des petites attentions. J'essaie comme ce podcast, par exemple. un maximum de le faire. Voilà, c'est des choses c'est sympa, simples. Et voilà, c'est cool. Mais du coup, ce projet, je suppose que c'est quelque chose qui te touche encore plus. Parce que forcément, c'est impliqué chez les jeunes et c'est au Burkina Faso, donc ça m'impacte doublement. Vous êtes en train de montrer une équipe nationale ou pas là-bas? C'est en train, mais pas forcément de rien. Mais il y a une fédération qui s'est créée au Burkina. Ils progressent beaucoup sur le 7 et ils ont beaucoup de joueurs. Ils ont une belle équipe de rugby à 7. Et après, au fur et à mesure, ils montent du rugby à 15. C'est plus compliqué, ça demande plus de moyens. Et c'est vrai qu'en Afrique et surtout au Burkina, c'est difficile d'avoir ces moyens-là, mais ça se développe. Et les gens sont passionnés par le rugby. Donc, voilà, je suis beaucoup en contact avec le rugby africain. Il y a beaucoup de gens qui m'en parlent. Et je suis content de voir que ça prend. J'ai vu sur Instagram dernièrement, il y a un club du Burkina qui me suit de Ouagadougou et je vois les matchs qu'ils font, les photos qu'ils postent et ça me fait plaisir de voir du rugby au Burkina. Je trouve que c'est une belle chose et c'est sûrement, voilà... Tu m'enverras le lien, que je puisse le partager aussi de mon côté et pouvoir, parce que les gens qui nous écoutent sont sûrement intéressés par ça. Donc comme ça, je pourrais le partager aussi de mon côté avec les 100 personnes qui me suivent pour l'instant. Mais bon, dans un an, il y en aura 1 million. Donc... je le souhaite. Mais ok, bon, parfait. Mais oui, tu m'enverras tout ça après. Pas de souci. Et tu as parlé de rugby à 7, mais c'est vrai que je n'ai pas signalé le fait que tu avais joué aussi en équipe de France. Oui, de rugby à 7. Ouais, ce podcast n'a aucun lien, ça va d'un sujet à un autre. Ouais. Du coup, tu as joué au rugby à 7. Ouais, j'ai fait le rugby à 7 pour les sélections. Ouais, pour l'équipe de France. J'ai fait, c'était pas les sélections pour les Jeux Olympiques? Pour les sélections, pour les Jeux Olympiques, ouais, j'ai fait les tournois de sélection. On a qualifié l'équipe de France pour les Jeux Olympiques, mais malheureusement, j'ai pas été retenu pour y participer. J'aurais aimé participer à des Jeux Olympiques. C'est vrai que c'est la compétition. Voilà, après, il y a une Coupe du Monde, je pense que c'est un truc extraordinaire, ça va être magique à vivre et surtout pour un rugbyman. Un rugbyman, on n'a pas l'occasion de vivre ça malheureusement, mais voilà, grâce au rugby à 7, voilà, on a pu qualifier cette équipe de France et participer au premier JO. Et c'est cool, le rugby à 7. Ouais, c'est dur, mais c'est cool, c'est dur, mais physiquement c'est très éprouvant. Enfin, différemment que le 15. Le 15, c'est sur les contacts et là, c'est plus sur les courses et soutenir le rythme, même si les durées elles sont courtes. 5 minutes d'effort, c'est long. Ouais, j'imagine. Ouais. Je voulais aussi te poser des questions concernant l'impact des médias, que les médias peuvent avoir sur ton, je sais pas, sur toi, sur ton jeu, sur ta confiance. Ça me touche. Ouais, ça touche. Ben, oui, on est des êtres humains, donc forcément, on est touché par ce qu'on peut dire de nous, et surtout quand on est jeune. C'est vrai que quand j'ai commencé tôt en équipe de France, donc en équipe de France, c'est encore un autre niveau, parce qu'il y a plus de médias, on est plus mis en lumière, et là, c'est la France entière, donc c'est pas juste les supporters montpelliérains ou... Voilà, donc toi tu joues à Montpellier, il y aura les supporters de Toulouse, ils vont pas forcément t'apprécier, donc ils vont te critiquer, ou même un journaliste qui est pro-toulousain, il va critiquer tel joueur plus que les Toulousains ou les autres. Donc forcément des fois tu as des critiques où c'est dur déjà il y a peu de métiers où tu es critiqué comme ça devant tout le monde, donc c'est pas évident, et après avec l'âge... on fait plus, on va dire, on apprend de meilleure façon ça, et on arrive à faire la part des choses, à mettre de côté, même voilà, de moins lire la presse, de moins lire ce qui est dit sur nous, de faire moins attention. Des fois, moi, les gens, ils me disent t'as pas vu ce qui est écrit sur toi dans la presse? Je fais non, j'ai pas regardé, j'ai pas écouté. Voilà, c'est faire abstraction en fait. Je fais abstraction et de tout, hein, que ce soit positif ou négatif. On met plus de côté parce que on sait se juger nous-mêmes, et on n'a pas besoin de lire dans les journaux si on a fait un bon match ou un mauvais match. Donc il y a ça qui joue. En plus, voilà, chez des jeunes joueurs ou des joueurs avec moins d'expérience, ça peut aller très vite. C'est que la presse, c'est les rois pour monter des joueurs au sommet, mais pour les descendre, ils vont encore plus vite. Donc
voilà, il faut se protéger parce que c'est quand même impactant. Et les réseaux sociaux encore plus, non? Oui, bah, après les Parce réseaux qu'après, sociaux, c'est différent. Après, c'est un autre monde. C'est le monde de maintenant où chacun à son a la avis, liberté d'expression, a son avis, a ses convictions, et n'est pas forcément ouvert à un dialogue, on va dire. et tu essaies de Un faire vrai dialogue. attention à ça, en Enfin, fait. oui, Ouais. de pas regarder, T'essaies de pas regarder de le monde pas faire aussi, mais- attention, de partager ce que j'ai envie de partager et de faire attention à ce que j'ai envie de faire attention et ce qui me plaît pas, mais voilà, je mets de côté et je fais pas attention. Ouais. Je vois. Bon, et du coup, comme on arrive à la fin de l'entretien, je voulais te poser encore quelques questions, mais j'en ai surtout une, c'est du coup la suite. La suite parce que t'as 33 ans et que donc tu nous disais dans 1 an et demi c'est sûrement La fin, ouais. la fin de Mm. la fin juste d'être joueur de rugby, Ouais, c'est de tout. joueur de rugby, ouais, d'une carrière de rugby, ouais, mais c'est quasiment une grande partie de ma vie, donc oui, il faut le préparer, ça va arriver, je sais que ça va être compliqué à gérer parce qu'on va plus vivre les mêmes émotions. C'est vrai que c'est surtout ça, de vivre les émotions qui va manquer et d'avoir ces sensations-là. Après, voilà, j'ai passé une formation l'année dernière que j'ai validée au mois de septembre cette année. Je suis diplômé. Et Félicitations. donc, merci. Merci. Là, je vais attaquer une formation en anglais. C'est une formation de quoi, du coup? J'ai passé, c'est une école de commerce qui s'appelle Audencia, qui est une école à distance. Je l'ai fait en C'est à digital. Nantes, non? À Nantes, Ouais. exactement, c'est ça. Il y a une école à Nantes et une à Paris. Et moi, j'ai passé en digital. Donc, D'accord. le soir, chez moi, sur mon ordinateur, j'avais les cours avec les professeurs. Des devoirs que j'ai rendu un mémoire que j'ai fait pendant toute l'année. Des fois, je montais à Paris pour des examens. Et Un vrai étudiant, quoi. Ouais, voilà. Une vraie vie d'étudiant. Une vraie vie d'étudiant, en plus d'être rugbyman, en plus d'être Père père de de famille. famille. Donc, c'est pas forcément évident, Ok. mais voilà, c'est vrai que j'étais très fier quand j'ai eu mon diplôme. Et là, il y a J'espère. remise des diplômes bientôt, donc je suis très fier d'y monter et d'y participer. C'est un C'était- cursus spécial sportif? Non, pas du Haut tout. niveau? Pas J'étais du le tout. seul. C'est vrai? Pas du tout, j'étais Parce que seul. j'avais C'est vu- les gens en recherche on va dire de reconversion. Et donc il a fallu vraiment cravacher et s'accrocher parce que quand on n'est pas forcément dans ce milieu-là, on peut vite lâcher. En plus avec la pression des entraînements, la vie de famille, c'est pas forcément tout le temps compliqué de trouver c'est pas toujours évident de trouver du temps. Donc voilà, non, mais au final, je suis très fier de moi. Et du coup, ça m'a donné envie de poursuivre dans d'autres cursus et d'autres formations. Donc, T'es lancé là. je suis lancé. Je suis parti. Je suis parti. Ouais, je suis parti. Non, Ok. non, Et du coup, la prochaine, c'est quoi? Là, en anglais, je me suis inscrit en cours d'anglais et d'avoir un anglais d'un certain niveau assez acceptable pour pouvoir Travailler avec travailler l'international. avec l'international s'il le faut. Et t'as un job que t'aimerais faire après être rugbyman ou pas? J'aimerais monter ma société d'événementiel et Ok. voilà. Bah, je cherche du boulot, donc donc on garde contact. D'accord. On garde contact. Ok, bon, j'ai quelques questions finales et après, comme ça, je vais pouvoir te laisser. C'est des toutes petites questions, Ouais. d'accord? Mais la réponse peut être très très grande. D'accord. Donc la première question, c'est quelle est la valeur la plus importante à tes yeux? La valeur. Ouais. Je sais pas, il y en a plusieurs de valeurs. Eh ben vas-y. Hein. J'aurais dit solidarité déjà, c'est une valeur importante. L'honnêteté. Et on va dire l'abnégation. C'est important dans la vie. Ouais. Ok. À quel moment est-ce que tu te sens le plus libre? Est-ce qu'il y a des moments où tu te sens libre? Est-ce qu'il y a des moments où tu décroches et tu te dis, bah, là c'est cool, je suis libre? J'ai vu que tu pêchais la mouche d'ailleurs. Non. À la mouche, non, pas trop bien. Là, j'ai des amis qui pêchent bien à la mouche, qui m'emmènent et qui essaient de m'initier, mais... Est-ce que c'est un moment où tu te sens libre là? Ouais, c'est vrai que Ouais. quand je vais à la pêche, c'est un moment où je décompresse et voilà,
pense à autre chose et on est proche de la nature. Mais souvent, c'est des moments comme ça où des balades en forêt, des choses comme ça, mais surtout des moments en famille maintenant où voilà, je me sens libre et il y a rien d'autre qui importe et il y a juste vivre à l'instant présent. Rien que jouer avec mon fils ou avec ma fille, c'est des moments qui n'ont pas de prix. Est-ce que tu penses avoir de la chance? Pas plus qu'un autre. Pas plus qu'un autre. Pas plus qu'un autre, Okay. Non. Tu penses tu penses que la chance existe? Ou tu penses que la chance se provoque? Ouais, elle se provoque. Là, elle se provoque. Elle se provoque, ouais. Parce que dans le sport, ça se il n'y a pas de provoque. chance. Non. T'as travaillé pour on en n'est pas là arriver par là. hasard. Ouais. Non. Ouais. Surtout dans la durée, tu vois que les gens ils sont jamais là par hasard et enfin les joueurs de très haut niveau, j'ai jamais vu un joueur de très haut niveau juste arriver avec son talent et perdurer dans la performance et tenir dans le temps. Donc non, c'est toujours été des joueurs qui ont travaillé, qui ont bossé plus que d'autres et qui arrivent au très haut niveau. Ouais. Et ma dernière question, et après c'est terminé. Qu'est-ce que c'est que pour toi une épreuve? Quelle est la définition de l'épreuve? C'est quelque chose qui nous sort hors de notre zone de confort. C'est une épreuve. Ok. Eh ben écoute, merci Fulgence Ouedraogo d'avoir participé à l'épreuve. Et puis comme je te l'ai dit, si tu peux m'envoyer le lien de ton association, ça sera avec plaisir que je le partage. Ouais. Et puis si les gens veulent te contacter ou en savoir plus sur Instagram comme j'ai fait. Ouais, quoi. Parfait. J'ai tout dit. Ça marche. C'est bon? Ouais, merci beaucoup à toi. Merci à toi. Si vous voulez en savoir plus sur les associations soutenues par Fulgence, rendez-vous sur les pages Facebook et Instagram Rugby Nafaso et Patte d'Oie Rugby Club. Vous retrouverez les liens dans la description de l'épisode. Ensuite, si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que l'épisode vous a sûrement plu. Alors n'oubliez pas de vous abonner et de mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Ça aide énormément l'épreuve et ça le fera découvrir à encore plus de personnes. L'épreuve revient dans 2 semaines avec un nouveau sportif. En attendant, rejoignez-nous sur Insta et sur Facebook, mettez des commentaires, mettez des likes, envoyez-moi des messages afin de parler de cet épisode ou de ce que vous voulez. Je serai content de vous répondre. À très vite!